Ma fille m'a jeté dans la rivière et la dernière chose que j'ai entendue a été « Oublie-moi ». Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à partager vos impressions dans les commentaires. Votre soutien me permet de continuer à partager ces récits qui nous touchent tous au plus profond. Êtes-vous prêt à plonger dans une histoire de trahison familiale qui vous glacera le sang? Alors commençons. Je me souviens encore du sel qui brûlait mes yeux et de l'eau glacée qui envahissait mes poumons. Ce jour-là, j'ai compris que l'amour d'un père ne suffit pas toujours à gagner le cœur d'un enfant. J'ai 67 ans, et ma propre fille a tenté de me tuer. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Je m'appelle Marcel Dubois, propriétaire d'une petite boulangerie à Saint-Malo que j'ai bâtie de mes mains après avoir commencé comme simple apprenti à l'âge de 14 ans. Pendant 43 ans, j'ai pétri la pâte chaque matin à 3 heures, façonné des milliers de baguettes, et créé les viennoiseries qui ont fait la réputation de mon commerce dans toute la Bretagne. Mes mains calleuses en témoignent, des mains de travailleurs qui n'ont jamais refusé l'effort. Ma femme, Élise, est décédée d'un cancer quand notre fille Chloé n'avait que 7 ans. Un souvenir qui me hante encore, Élise, sur son lit d'hôpital, ses doigts fins serrant les miens. « Prends soin de notre petite », m'avait-elle murmuré avant de fermer les yeux pour toujours. J'ai passé les 20 années suivantes à essayer de tenir cette promesse. Élever Chloé seule n'a pas été facile. Je me levais chaque jour avant l'aube pour préparer le pain, puis je rentrais à la maison pour la réveiller, préparer son petit déjeuner et l'aider à se préparer pour l'école. Le soir, je fermais la boulangerie à 19 heures, épuisé, mais je trouvais toujours l'énergie de cuisiner, vérifier ses devoirs et lui lire une histoire avant de dormir. Pas une seule fois je ne me suis plaint. Chaque centime que je gagnais était investi soit dans notre modeste appartement au-dessus de la boulangerie, soit dans l'éducation de Chloé. Quand elle a manifesté un intérêt pour le piano, j'ai pris un deuxième crédit pour lui acheter un Yamaha d'occasion. Quand elle a voulu étudier à Paris, j'ai vendu le terrain hérité de mes parents à Cancale pour financer son école de commerce. « Papa, tu es trop généreux », me disait-elle souvent en m'embrassant sur la joue. Ces moments-là, je me sentais l'homme le plus riche du monde, malgré mon compte en banque qui oscillait dangereusement près du découvert. Les années ont passé. Chloé a obtenu son diplôme avec mention, a décroché un poste bien rémunéré dans une entreprise de cosmétiques à Paris, et a épousé Philippe, un consultant financier au sourire trop parfait et aux manières trop polies. Je ne l'ai jamais vraiment apprécié, mais je gardais mes réserves pour moi. Tant que ma fille était heureuse, j'étais heureux. À 60 ans, j'ai commencé à ressentir le poids des décennies de travail. Mon dos me faisait souffrir chaque matin un peu plus, et mes articulations craquaient comme du bois sec en hiver. Mon médecin, le docteur Laurent, un ami de longue date, ne cessait de me répéter que je devais ralentir. « Marcel, à ce rythme, tu ne verras pas tes petits-enfants grandir », m'avait-il averti lors d'une visite de routine. Cette phrase m'avait fait réfléchir. Mais qui reprendrait la boulangerie? Mon unique employé, Antoine, était compétent mais n'avait pas les moyens d'acheter le fonds de commerce. C'est alors que j'ai pensé à Chloé. Elle avait étudié le commerce, après tout. Et quel plus bel héritage pouvais-je lui laisser que cette affaire florissante, fruit de toute une vie de labeur. J'ai donc décidé de lui proposer de reprendre progressivement la boulangerie. Un vendredi soir de novembre, alors que la pluie battait contre les vitres de mon appartement, j'ai appelé Chloé pour lui faire part de mon idée. Sa réaction m'a surpris. « Papa, c'est très gentil, mais, tu sais bien que je ne me vois pas passer ma vie à faire du pain dans un trou comme Saint-Malo. » Sa voix était teintée d'une condescendance qui m'a blessé profondément. « Ce n'est pas faire du pain, Chloé. C'est gérer une entreprise qui génère 180 000 € de chiffre d'affaires annuel, avec une clientèle fidèle et une réputation solide. » Un silence lourd s'est installé avant qu'elle ne réponde. « Écoute, pourquoi ne pas simplement vendre et profiter de ta retraite? Philippe connaît des investisseurs qui pourraient être intéressés. » Ce n'était pas la première fois qu'elle ou son mari me suggéraient de vendre. Jusqu'à présent, j'avais poliment décliné. Cette fois, quelque chose dans son ton m'a inquiété. Les semaines suivantes, les appels de Chloé se sont multipliés, toujours avec la même suggestion, vendre la boulangerie, déménager dans un appartement plus petit, simplifier ma vie. Philippe m'a même envoyé des brochures de résidence pour personnes âgées. J'avais 65 ans, pas 90. Un jour, en rangeant de vieux papiers, je suis tombé sur une lettre de mon notaire, Maître Fournier.
Elle mentionnait une clause dans mon contrat d'achat de la boulangerie que j'avais complètement oubliée, le bâtiment entier, commerce et appartement au-dessus, serait entièrement à moi après le dernier versement à la banque, prévu pour mon 67e anniversaire. Ce détail pourrait sembler anodin, mais il allait se révéler crucial. 2 mois avant ce fameux anniversaire, Chloé m'a appelé avec une nouvelle qui m'a d'abord ravi. Papa, Philippe et moi venons passer le week-end à Saint-Malo. Ça fait si longtemps que nous ne sommes pas venus te voir. En effet, cela faisait presque 3 ans que ma fille n'avait pas mis les pieds dans ma ville. Elle venait parfois à Rennes pour des réunions professionnelles, et je faisais le trajet d'1 heure en train pour la voir déjeuner, mais elle trouvait toujours une excuse pour ne pas pousser jusqu'à Saint-Malo. C'est merveilleux, ma chérie. Quand arrivez-vous? Vendredi soir. Oh, et j'ai une surprise pour toi. Son enthousiasme semblait sincère, et pendant quelques jours, j'ai cru que peut-être, elle avait changé d'avis sur la boulangerie. Peut-être avait-elle finalement compris l'importance de cet héritage. Ils sont arrivés un vendredi pluvieux de mars. Chloé a sauté de leur Audi rutilante et m'a enlacé avec une effusion inhabituelle. Philippe, toujours impeccablement vêtu, m'a serré la main avec cette fermeté calculée qui caractérise les hommes d'affaires. Marcel, vous avez l'air en pleine forme, m'a-t-il dit avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Le dîner s'est déroulé dans une ambiance étrangement joviale. Chloé s'intéressait soudain à tous les aspects de la boulangerie, posait des questions sur les fournisseurs, les marges bénéficiaires, la fidélité de la clientèle. J'ai naïvement pris cet intérêt pour un signe positif. Alors, papa, a commencé Chloé en servant le dessert, une tarte aux pommes que j'avais préparée moi-même. Philippe et moi avons beaucoup réfléchi à ton avenir. Mon cœur s'est serré. Voilà que ça recommençait. Nous pensons qu'il est temps pour toi de profiter de la vie. Tu as travaillé si dur. Elle a posé sa main sur la mienne avec une tendresse calculée. Nous avons trouvé un acheteur pour la boulangerie. Un groupe qui possède déjà plusieurs établissements dans la région et qui propose un très bon prix. Combien, ai-je demandé, tentant de masquer mon irritation. 400 000 €, a répondu Philippe, comme s'il m'annonçait que j'avais gagné à la loterie. C'est une excellente offre, Marcel. Avec cet argent, vous pourriez vous installer dans un bel appartement à Dinard, voyager un peu. J'ai regardé ma fille droit dans les yeux. Et qu'est-ce qui te fait croire que je veux vendre? Son sourire s'est figé. Papa, soyons réalistes. Tu as bientôt 67 ans. Ton dos te fait souffrir. Combien de temps encore penses-tu pouvoir te lever à 3 heures du matin pour faire du pain? J'ai engagé un second boulanger le mois dernier. Thomas. Il est jeune, talentueux. Je supervise, j'enseigne, je gère. Mon dos va très bien, merci de t'en inquiéter. Un regard s'est échangé entre Chloé et Philippe, un de ces regards qui en disent long sur les conversations qu'ils avaient dû avoir à mon sujet. De toute façon, ai-je ajouté, je ne possède pas encore entièrement le bâtiment. Le dernier versement à la banque sera effectué le mois prochain. Philippe a souri avec condescendance. C'est justement le moment idéal pour vendre. Une fois la propriété entièrement à vous, la valeur sera maximale. J'ai repoussé mon assiette, l'appétit coupé. Je dois me lever tôt demain. Nous en reparlerons un autre jour. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Quelque chose me dérangeait dans l'insistance de Chloé et Philippe. Pourquoi ce soudain empressement? Et pourquoi avait-il déjà trouvé un acheteur sans même me consulter? Le lendemain matin, je suis descendu à la boulangerie comme d'habitude. Thomas était déjà à l'œuvre, pétrissant la pâte avec cette énergie propre à la jeunesse. Je l'ai observé un moment, admirant sa technique que j'avais moi-même affinée au fil des décennies. « Bonjour, patron », m'a-t-il lancé avec un grand sourire. « Bien dormi ?»« Pas vraiment, Thomas. Ma fille et son mari sont en visite. » Il a haussé les sourcils. « Ah, la fameuse Chloé. Celle qui n'a jamais le temps de venir voir son vieux père ?» J'ai souri malgré moi. Thomas avait cette franchise des jeunes gens qui n'ont pas encore appris à dissimuler leurs pensées. En quelques mois, il était devenu presque un ami, malgré nos 40 ans d'écart. Ils veulent que je vende la boulangerie, ai-je confié en commençant à façonner des baguettes. Thomas s'est arrêté net. Vendre? Mais pourquoi? Les affaires marchent bien, non? Très bien, même.
Nous avons augmenté notre chiffre d'affaires de 12% depuis que tu as rejoint l'équipe et que nous avons élargi notre gamme de pains spéciaux. Un silence s'est installé, uniquement rompu par le bruit sourd de la pâte qu'on frappe contre le marbre. Et vous voulez vendre, a finalement demandé Thomas. Pas le moins du monde. Cette boulangerie, c'est ma vie. Vers midi, alors que nous préparions la fournée de l'après-midi, j'ai entendu des voix provenant de l'appartement au-dessus. J'ai reconnu celle de Philippe, inhabituellement forte. Curieux, j'ai monté discrètement l'escalier étroit qui reliait la boulangerie à mon logement. Complètement sénile. Il refuse une offre en or pour rester esclave de ce four à pain. La voix de Philippe était tranchante comme une lame. Il faut lui laisser du temps, a répondu Chloé, sa voix trahissant une impatience mal contenue. Tu sais comment il est, têtu comme une mule. Nous n'avons pas de temps. J'ai déjà utilisé une partie de l'avance de Martins pour rembourser Gérard. Si ton père ne vend pas rapidement, nous sommes foutus. Mon sang s'est glacé. Qui était ce Martins? Et pourquoi Philippe avait-il besoin d'argent si urgemment? Calme-toi, a murmuré Chloé. J'ai une idée. Papa adore la mer. Demain, je lui proposerai une sortie en bateau, juste lui et moi. Je saurai le convaincre. Le rire de Philippe était froid. Bonne chance. Mais s'il refuse encore, il faudra envisager d'autres options. Je suis redescendu à la boulangerie, le cœur battant. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur de ma propre fille. Cette conversation n'avait rien d'innocent. J'ai passé le reste de la journée dans un état second, façonnant mécaniquement des pains tout en réfléchissant ce que je devais faire. Ce soir-là, comme prévu, Chloé m'a proposé une sortie en bateau pour le lendemain. Comme au bon vieux temps, papa. Tu te souviens quand tu m'emmenais pêcher le bar quand j'étais petite? J'ai feint l'enthousiasme. Bien sûr, ma chérie. Quelle bonne idée. Dès qu'ils sont montés se coucher, j'ai appelé Thomas. J'ai besoin de ton aide, lui ai-je dit sans préambule. Je crois que ma fille et son mari complotent quelque chose. Je lui ai raconté la conversation que j'avais surprise et mes soupçons grandissants. Thomas m'a écouté sans m'interrompre. Que comptez-vous faire, m'a-t-il demandé quand j'eus terminé. Je vais aller à cette sortie en bateau. Mais j'aimerais que tu nous suives discrètement avec ton kayak. Tu es bon rameur, et la météo sera clémente demain. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Vous pensez vraiment qu'il pourrait vous faire du mal? Je ne sais pas, Thomas. J'espère me tromper. Mais je préfère être prudent. Le lendemain matin, le ciel était d'un bleu limpide, une de ces rares journées de printemps où la Bretagne semble se parer des couleurs de la Méditerranée. Chloé était d'une humeur radieuse, presque excessivement enjouée. Nous avons loué un petit bateau à moteur au port de Plaisance, et elle a insisté pour prendre les commandes. Laisse-moi faire, papa. Tu m'as tout appris, tu te souviens. Nous avons navigué pendant 1 heure, longeant la côte d'Émeraude avec ses falaises escarpées et ses criques secrètes. Chloé parlait sans cesse, évoquant des souvenirs d'enfance, me posant des questions sur la boulangerie, sur ma santé, sur mes projets. Je répondais machinalement, tout en scrutant l'horizon à la recherche du kayak de Thomas. Finalement, elle a coupé le moteur dans une petite baie isolée, à environ 2 km de la côte. L'eau était d'un calme trompeur. C'est magnifique ici, a-t-elle dit en sortant une bouteille de champagne d'un sac isotherme. J'ai pensé qu'on pourrait trinquer. À quoi boirions-nous, ai-je demandé avec une désinvolture feinte. À ton avenir, papa. À ta nouvelle vie. Elle a servi 2 coupes et m'en a tendu une. Ses yeux brillaient d'une lueur que je ne reconnaissais pas. Ce n'était plus le regard de ma petite fille qui réclamait une histoire avant de dormir. C'était celui d'une étrangère calculatrice. Chloé, ai-je commencé doucement, j'ai surpris votre conversation hier. Toi et Philippe. Qui est Martine? Et pourquoi avez-vous si désespérément besoin d'argent? Son visage s'est décomposé. La coupe de champagne qu'elle tenait a tremblé légèrement dans sa main. Tu nous espionnais? Sa voix était soudain froide comme la mer en janvier. Non. J'allais simplement chercher quelque chose dans l'appartement quand je vous ai entendu. Dis-moi la vérité, Chloé. Je suis ton père. Elle a détourné le regard, fixant l'horizon pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis,
Avec un soupir, elle s'est tournée vers moi. Son masque de fille aimante avait complètement disparu. Philippe a fait de mauvais investissements. Nous avons emprunté de l'argent à des personnes peu recommandables. Martins est un promoteur immobilier qui veut transformer ta précieuse boulangerie en boutique de luxe pour touristes. Il nous a promis une commission de 50 000 € si nous arrivions à te convaincre de vendre. J'ai senti mon cœur se serrer. Pourquoi ne pas simplement me demander de l'aide? Je t'aurais donné tout ce que j'avais, tu le sais bien. Elle a eu un rire amer. Tout ce que tu as. Ta vieille boulangerie et ton appartement miteux? Ce n'est pas assez, papa. Nous devons 200 000 € à Gérard, et il n'est pas du genre patient. Qui est ce Gérard? Un prêteur. Disons qu'il ne travaille pas avec les banques traditionnelles. Un usurier. Ma fille et son mari s'étaient endettés auprès d'un prêteur à la petite semaine. J'ai fermé les yeux un instant, assailli par une vague de tristesse. Comment en étions-nous arrivés là? Je peux peut-être t'aider autrement, ai-je proposé. J'ai quelques économies, et la boulangerie génère des bénéfices réguliers. Nous pourrions établir un plan de remboursement. Son rire m'a coupé. Tu ne comprends vraiment rien, papa. Nous avons besoin de cet argent maintenant. Pas dans 10 ans. J'ai vu quelque chose changer dans son regard. Une détermination froide, calculatrice. Elle s'est levée brusquement, faisant tanguer le petit bateau. J'avais espéré que tu serais raisonnable. Que tu comprendrais que cette vente est la meilleure solution pour tout le monde. Mais tu as toujours été si obstiné. Elle s'est approchée de moi, son visage à quelques centimètres du mien. J'ai senti l'odeur de son parfum coûteux, mêlée à celle du champagne. Sais-tu ce que Philippe a suggéré? Qu'on attende que tu fasses une crise cardiaque. Avec ton âge et ton travail épuisant, ça ne devrait plus tarder, selon lui. Mais je lui ai dit que ce serait trop long, trop incertain. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Chloé, qu'est-ce que tu racontes? La vérité, papa. Pour une fois, la vérité. Elle a jeté un regard circulaire, vérifiant que nous étions bien seuls en mer. Un accident, t'es si vite arrivé. Un vieil homme, seul sur un bateau, qui tombe à l'eau. Personne ne poserait de questions. Je n'arrivais pas à croire que ma propre fille puisse prononcer de telles paroles. Cet enfant que j'avais bercé, à qui j'avais tout donné, envisageait froidement Nahor. Tu ne ferais pas ça, ai-je murmuré. Tu es ma fille. Son sourire était glacial. Je suis avant tout une femme qui protège ses intérêts, papa. Et malheureusement, tes intérêts et les miens ne sont plus alignés. D'un geste brusque, elle m'a poussé. J'ai perdu l'équilibre et suis tombé par-dessus bord. L'eau glacée m'a englouti, me coupant le souffle. J'ai battu des bras frénétiquement, remontant à la surface juste à temps pour voir Chloé démarrer le moteur. Chloé! Au secours, ai-je crié, luttant contre le courant. Elle s'est tournée vers moi, son visage étrangement serein. Oublie-moi, papa. Comme j'aurais dû t'oublier il y a longtemps. Et elle est partie, laissant derrière elle un sillage d'écume blanche et un vieil homme à la merci des flots. J'ai nagé aussi longtemps que mes forces me l'ont permis, mais à 67 ans, même un homme en bonne forme comme moi ne peut lutter éternellement contre l'océan. Mes membres s'engourdissaient, ma respiration devenait laborieuse. Je commençais à me résigner à mon sort quand j'ai aperçu une forme rouge à l'horizon. Le kayak de Thomas. Il a pagayé vers moi avec une vigueur désespérée et m'a hissé tant bien que mal sur son embarcation. J'étais transi, choqué, mais vivant. Je l'ai vu partir sans vous, m'a-t-il expliqué, haletant sous l'effort. J'étais trop loin pour intervenir immédiatement. Mon Dieu, Marcel, elle vous a vraiment poussé? J'ai hoché la tête, incapable de parler, de mettre des mots sur l'horreur de ce qui venait de se produire. De retour à terre, Thomas a insisté pour appeler la police, mais j'ai refusé. Qui croirait qu'une fille respectueuse de la loi, éduquée, avait tenté de tuer son père pour de l'argent? Et puis, c'était ma fille. Malgré tout, je ne pouvais me résoudre à la voir en prison. Alors quoi? S'est exclamé Thomas, incrédule. Vous allez la laisser s'en tirer? Non, ai-je répondu, une détermination nouvelle dans la voix. Je vais lui donner une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Dans les jours qui ont suivi, j'ai mis en place mon plan. D'abord, j'ai contacté Maître Fournier,
mon notaire, pour modifier mon testament. Puis j'ai rencontré discrètement un détective privé, Monsieur Renard, à qui j'ai demandé d'enquêter sur les finances de Philippe et Chloé. Pendant ce temps, Chloé était rentrée à Paris, sans doute convaincue que son vieux père reposait au fond de l'océan. Je l'imaginais racontant à Philippe comment j'avais tragiquement glissé et était tombé du bateau malgré ses efforts désespérés pour me sauver. Une semaine plus tard, Monsieur Renard m'a apporté un dossier complet sur les activités de mon gendre. Philippe n'était pas simplement endetté, il avait détourné des fonds de son entreprise, falsifié des documents fiscaux et manipulé des clients vulnérables. Chloé n'était peut-être pas directement impliquée dans ces malversations, mais elle en avait profité, vivant un train de vie luxueux bien au-delà de leurs moyens légitimes. Je peux transmettre ces informations aux autorités, m'a proposé Renard. Votre gendre risque plusieurs années de prison. J'ai secoué la tête. Pas encore. Je veux d'abord terminer ce que j'ai commencé. La phase suivante de mon plan nécessitait l'aide de Thomas. Le jeune boulanger s'était révélé être non seulement un artisan talentueux, mais aussi un allié fidèle dans cette épreuve. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça, m'a-t-il demandé alors que nous finalisions les détails. C'est votre fille, après tout. Plus maintenant, ai-je répondu, surpris par la froideur de ma propre voix. Ma fille est morte ce jour-là, dans cette baie. 2 semaines après la tentative de meurtre, j'ai envoyé un message à Chloé, j'ai décidé de vendre la boulangerie. Viens seul à Saint-Malo dimanche pour signer les papiers. Sa réponse a été presque instantanée, excellente nouvelle, papa. Je serai là. Ce « papa » m'a fait mal. Comment pouvait-elle encore utiliser ce mot après ce qu'elle avait fait? Mais je me suis ressaisi. L'heure n'était pas à la sensiblerie. Le dimanche suivant, Chloé est arrivée à la boulangerie, rayonnante dans un tailleur Chanel qui avait probablement coûté plus cher que tous mes meubles réunis. Son expression s'est figée quand elle m'a vu. Papa? Mais, comment? Bonjour, Chloé, ai-je dit calmement. Surprise de me voir vivant? Elle a pâli, puis s'est rapidement reprise. Je ne comprends pas. Tu étais. J'ai cru que tu étais. Mort? Noyé après être accidentellement tombé du bateau. Elle a dégluti péniblement. Il y a eu un terrible malentendu. J'ai essayé de te sauver, mais le courant était trop fort. J'ai dû aller chercher de l'aide. Arrête de mentir, l'ai-je coupé. Tu m'as poussé et tu es parti en me laissant me noyer. Heureusement, j'avais prévu cette éventualité et demandé à Thomas de nous suivre en kayak. La panique a traversé son regard. Thomas? Le boulanger. Tu mens. Personne n'était là. Il y a une caméra embarquée sur son kayak. Un de ces petits gadgets que les sportifs utilisent pour filmer leurs exploits. La police serait très intéressée par ces images, tu ne crois pas? Elle s'est effondrée sur une chaise, toute couleur ayant quitté son visage. Qu'est-ce que tu veux, papa? La vérité. Pourquoi, Chloé? Je t'ai tout donné. J'ai sacrifié ma vie pour toi. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues, mais je n'arrivais plus à déterminer si elles étaient sincères ou calculées. Les dettes. Philippe a fait des investissements risqués. Nous avons perdu beaucoup d'argent. Et puis, il y a eu Gérard. Il a menacé de s'en prendre à nous si nous ne remboursions pas. Alors tu as décidé que ma vie valait moins que votre confort? Elle a baissé les yeux. Je ne voulais pas en arriver là. Mais tu étais si têtu à propos de cette boulangerie. Si seulement tu avais accepté de vendre. J'ai poussé vers elle une pile de documents. Eh bien, voilà. Je vends. Ces papiers transfèrent la propriété de la boulangerie à une nouvelle société. J'ai déjà signé ma part. Il ne manque que ta signature. Elle a pris les documents, soudain méfiante. Pourquoi aurais-je besoin de signer? La boulangerie est à toi. Pas entièrement. J'ai mis 10% des parts à ton nom quand tu es né. C'était censé être une surprise pour tes 30 ans. Son visage s'est illuminé. Même après avoir tenté de me tuer, l'appât du gain suffisait à lui faire oublier toute prudence. Elle a rapidement parcouru les documents et signé sans vraiment les lire. À qui vendons-nous? A-t-elle demandé en me rendant les papiers. À la société, le pain de Thomas, ai-je répondu avec un léger sourire.
Une entreprise créée la semaine dernière dont Thomas est l'unique propriétaire. Elle a froncé les sourcils. Quel est le prix de vente? 1 € symbolique. Sa bouche s'est ouverte sous le choc. 1 €? Tu plaisantes? Cette boulangerie vaut au moins 400 000 €. En effet. Mais je préfère la donner à quelqu'un qui l'aimera plutôt que de la vendre à quelqu'un qui la détruira. Mais, tu ne peux pas faire ça, a-t-elle balbutié, le visage déformé par la rage. C'est de la folie. Et l'argent pour ta retraite? Et mon héritage? J'ai sorti un second document de ma poche. Ton héritage? Ah oui, parlons-en. Voici mon Nouveau Testament, certifié par Maître Fournier. Je lègue tout ce que je possède à une fondation pour jeunes apprentis boulangers. Tu n'auras rien, Chloé. Pas un centime. Elle s'est levée d'un bond, renversant sa chaise. Je contesterai ce testament. Je dirai que tu n'étais pas sain d'esprit. Tu peux essayer. Mais alors, j'aurai une histoire fascinante à raconter au juge. Une histoire de tentative de meurtre, avec preuve vidéo à l'appui. Son visage est passé de la rage à la peur en un instant. Tu n'oserais pas. Pourquoi pas? Tu as bien osé me jeter à la mer et me laisser me noyer. Elle a cherché ses mots, déstabilisée par la tournure des événements. Qu'est-ce que tu veux, alors? D'abord, toi et Philippe allez rembourser ce Gérard par vos propres moyens. Vendez votre appartement parisien si nécessaire, ou ces montres de luxe que vous collectionnez. Ensuite, vous disparaîtrez de ma vie. Je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Et si nous refusons? J'ai sorti une enveloppe de ma poche. Alors ces documents, préparés par Monsieur Renard, détective privé, seront envoyés à la police et aux autorités fiscales. Ils détaillent les fraudes de Philippe, le détournement de fonds de clients, et bien sûr, votre tentative de me tuer. Je pense que les journalistes locaux seraient également très intéressés. Fille ingrate tente de noyer son père boulanger pour s'emparer de son commerce. Ça ferait un bon titre, non? Elle est restée silencieuse, ses yeux passant frénétiquement de mon visage à l'enveloppe que je tenais. Tu bluffes, a-t-elle finalement dit, mais sa voix tremblait. Pour toute réponse, j'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une vidéo. L'image était un peu floue, prise depuis le kayak de Thomas, mais on voyait clairement Chloé me pousser par-dessus bord et démarrer le moteur en me laissant me débattre dans l'eau. Mon Dieu, a-t-elle murmuré, s'effondrant sur une chaise. Tu as 24 heures pour quitter Saint-Malo et pour commencer à arranger vos problèmes financiers. Si jamais j'entends dire que tu ou Philippe avez tenté de me nuire à nouveau, ces preuves iront directement à police. Elle a levé vers moi un regard que je ne lui connaissais pas. Pour la première fois, j'y ai vu non pas de l'arrogance ou du calcul, mais une peur authentique. Comment as-tu pu en arriver là, Chloé, ai-je demandé doucement. Je t'ai élevé mieux que ça. Philippe. A-t-elle commencé, mais je l'ai coupé. Ne blâme pas ton mari. Tu es une adulte responsable de tes choix. Tu as choisi l'argent plutôt que l'amour. Les apparences plutôt que l'authenticité. Et tu as failli devenir une meurtrière pour ça. Elle a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Sans un mot de plus, elle s'est levée et s'est dirigée vers la porte. Sur le seuil, elle s'est arrêtée. Je suis désolé, a-t-elle murmuré si bas que j'ai failli ne pas l'entendre. Moi aussi, Chloé. Moi aussi. La porte s'est refermée derrière elle, et j'ai su que c'était probablement la dernière fois que je voyais ma fille. Cette nuit-là, je suis resté seul dans ma boulangerie, entouré par l'odeur familière de la levure et de la farine. Thomas était passé plus tôt pour savoir comment s'était déroulée la confrontation. Vous avez été plus clément que je ne l'aurais été, m'avait-il dit après que je lui eus raconté. La vengeance n'apporte rien de bon, Thomas. Je voulais juste m'assurer qu'elle ne pourrait plus jamais me faire de mal, ni à moi, ni à ce que j'ai construit. Il avait hoché la tête, compréhensif au-delà de son âge. Et maintenant? Que allez-vous faire? C'était une bonne question. Pendant des décennies, j'avais vécu pour ma fille, puis pour ma boulangerie. Maintenant, l'une était sortie de ma vie, et l'autre allait bientôt appartenir à Thomas. Je vais prendre le temps de respirer, avais-je répondu. Et puis, peut-être voyager un peu. J'ai toujours voulu voir l'Italie. 6 mois se sont écoulés depuis cette journée fatidique.
Thomas gère maintenant la boulangerie avec brio, y apportant une énergie nouvelle tout en respectant les traditions que j'ai établies. Je l'aide encore 3 matins par semaine, plus par plaisir que par nécessité. Le reste du temps, je redécouvre la vie. J'ai suivi des cours de photographie, une passion que j'avais abandonnée après la mort d'Élise. J'ai rejoint un club de randonnée et redécouvert les sentiers côtiers que j'adorais dans ma jeunesse. J'ai même commencé à fréquenter Marie, une veuve charmante qui tient la librairie en face de la boulangerie. Quant à Chloé et Philippe, les nouvelles me sont parvenues par des connaissances communes. Ils ont vendu leur appartement parisien et se sont installés à Lyon, loin des créanciers et des souvenirs de leur vie d'avant. Je ne sais pas s'ils ont réussi à rembourser leurs dettes, ni si leur mariage a survécu à cette épreuve. Une part de moi espère que Chloé a tiré des leçons de cette expérience, qu'elle a peut-être retrouvé un peu de l'humanité que je pensais lui avoir inculquée. Parfois, quand je regarde la mer depuis les remparts de Saint-Malo, je repense à ce jour où ma propre fille a tenté de me tuer. La douleur est toujours là, comme une cicatrice qui tire quand le temps change. Mais elle s'estompe progressivement, remplacée par une sorte de paix résignée. J'ai compris que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui nous ont fait du mal, mais de continuer à vivre pleinement malgré eux. De leur montrer que leur trahison n'a pas réussi à nous briser. L'autre jour, en rangeant de vieux albums photos, je suis tombé sur une image de Chloé petite, riant aux éclats alors que je la soulevais dans les airs sur la plage. Pendant un instant, j'ai senti mon cœur se serrer. Puis j'ai replacé la photo dans l'album et l'ai rangée sur une étagère. Pas pour l'oublier, mais pour lui donner sa juste place dans le passé. Ma vie continue. Différente, certes, mais peut-être plus authentique qu'elle ne l'a jamais été. Je sais maintenant que la loyauté ne se mesure pas aux liens du sang, mais aux actions et aux choix que l'on fait chaque jour. Thomas m'a offert récemment une petite plaque à accrocher dans la boulangerie. Elle porte ces mots simples: le pain, comme la vie, se façonne avec patience et amour. Je pense que c'est une belle philosophie à laquelle se tenir pour les années qu'il me reste à vivre. Et si un jour Chloé devait revenir, véritablement repentante? Je ne sais pas. Le pardon est un chemin long et sinueux que je n'ai pas encore totalement parcouru. Mais je sais une chose, je ne regrette pas de l'avoir laissé partir plutôt que de l'avoir livré à la justice. Car malgré tout, j'ai été son père pendant trop longtemps pour souhaiter sa destruction. La vie m'a appris que la vengeance la plus douce est celle qui nous permet de nous reconstruire, pendant que ceux qui ont tenté de nous détruire doivent vivre avec le poids de leurs actes. Et c'est une leçon que j'espère que ma fille finira par comprendre, où qu'elle soit aujourd'hui. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à partager vos impressions dans les commentaires. Vos réactions sont ma plus grande récompense et m'encouragent à continuer à partager ces tranches de vie qui résonnent en chacun de nous. À bientôt pour une nouvelle histoire qui vous fera frissonner, réfléchir ou peut-être même pleurer.